Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Elle sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Le monde réel, comme le monde fictif, est rempli de monstres et créatures, même si leurs formes diffèrent grandement entre l'un et l'autre. Même l'univers des podcasts a ses monstres sacrés et ses entités maléfiques. Un podcast a décidé de ne parler que de ce sujet. Étant donné que le sujet est bien trop vaste, il y a bien trop de monstres, ils ont décidé de se limiter qu'aux créatures du folklore japonais. Pour citer un terme qui va vous être peut-être plus facilement reconnaissable, il parle des yokai ou des yoko. Entre parenthèses, je ne sais pas si on dit yokai ou yoko au pluriel. Je crois qu'il y a un consensus et je crois que justement Amandine, l'une des animatrices, dit yoko. Nous allons aujourd'hui parler de la librairie Yokai, un podcast qui est présenté par le duo Amandine, la French Yokosho, et Mathieu, le créateur du podcast pour les expatriés français au Japon, Mensetsu. Débuté en janvier 2019 avec la Kuchi Sakeona, le podcast compte actuellement à peu près un peu plus que 80 épisodes. Dedans, je compte les épisodes principaux, les contes et les hors-séries. Ils ont pu traiter des créatures assez connues comme le kitsune. Vous voyez Kyuubi dans Naruto, ou les Kodama, les Sylvains dans Mononoke, ou le Tanuki, avec ses particularités physiques testiculaires. Mais il y a également d'autres créatures beaucoup moins connues, comme Hanabi, ou comme la Rokurokubi. Et c'est là que je suis content d'avoir amélioré ma compréhension, ma diction en japonais. Ça me permet de flexer un petit peu. Il y a aussi plusieurs interviews, comme avec Vincent Marcatonieni, qui est traducteur japonais-français pour plusieurs mangas. Même si le sujet reste une différence d'êtres vivants, formes d'existence ou phénomènes qui peuplent la nature et l'esprit du Japon, il tente de faire des pas de côté, comme par exemple les mini-fictions, au début, permettent d'installer l'ambiance. Ou par exemple des récits de contes traditionnels qu'ils peuvent avoir, comme par exemple la légende de Momotaro. C'est vraiment plaisant de les écouter. En plus, on apprend beaucoup de choses sur l'origine et les légendes qui sont associées au yoko de l'épisode. Ils nous livrent les variations régionales, ou même leurs apparitions dans des œuvres culturelles actuelles, par exemple dans les jeux vidéo, dans les films ou les séries. Avec une grande bonne humeur, pas mal de digressions et la volonté de faire voyager les auditeurs, c'est vraiment un plaisir de les écouter. Pour leurs abonnés Patreon, je sais qu'ils éditent une gazette Yokai, qui est un format écrit. Mais malheureusement, je n'y ai pas accès, donc je ne peux pas vous décrire le contenu. Et je ne sais pas si c'est juste numérique ou s'il y a des versions papier. J'ai cru comprendre qu'il y a des versions papier, mais je ne suis pas sûr. Alors, si vous voulez découvrir ce que le Japon a comme yoko, eh bien écoutez la librairie Yokai. Si vous détestez, vous oubliez. Si vous aimez, vous vous abonnez. À dans 2 semaines pour la rediff augmentée sur le flux de recommandations podcastiques.
Moi, je ferai les commentaires de jeux vidéo, etc. au fur et à mesure, vu qu'on enchaîne les trucs. Et bonjour Mathieu. Ah, ça tourne là, j'ai pas vu le. Ça a commencé. Ah merde, j'ai pas vu. D'habitude, c'est marqué en gros là, le 3-2-1. Il n'y a pas eu. Moi, je l'ai eu. Ah ben, je l'ai pas eu. Tu vois, il n'y a rien qui marche chez moi aujourd'hui. C'est fou. C'est le yokai des télécoms, le fameux. Ouais, c'est ça. Bah, bonjour alors du coup. Bonjour Mathieu. En ce jour, alors je sais pas chez toi, mais c'est tout à fait approprié chez moi, il pleut, il fait gris, il fait humide. Ah, nous, on sort d'un typhon. Donc hier, il a plu beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est gris, mais il pleut pas trop. Ah, d'habitude, ça se clarifie plutôt après un typhon. T'as du beau temps. Ouais, mais là, c'est nuageux tout le temps, en fait. Donc, tu vois, on est à la limite de la saison des pluies, donc je crois que ça va enchaîner sur la saison des pluies, en fait. Et justement, c'était toute la thématique du jour. On s'était dit que puisque c'est au Japon la saison des pluies, on va revenir dans un instant, eh ben, on allait vous faire une petite thématique de l'eau, une thématique aquatique aujourd'hui. Voilà. De montrer à quel point le monde se noie. Oui, quand j'ai pas dormi, je suis pessimiste et négatif. Effectivement, nous, on n'a pas de saison des pluies, j'ai envie de dire en Europe, parce que je crois que c'est très typique de l'Asie d'avoir une saison des pluies aussi intense que celle qu'on peut retrouver au Japon. Mais pendant un mois à peu près de mémoire, tu as au Japon des pluies intenses. Moi, dans ma tête, c'était de mi-juin à mi-juillet, mais je sais que ça peut changer beaucoup avec le changement climatique aussi. C'était un mois quand je suis arrivé, en 2010. Parce que hier, c'était mon anniversaire des 16 ans de Japon, d'ailleurs. Mais en fait, depuis quelques années, là, j'ai l'impression que ça dure plutôt 2 semaines plus qu'un mois. Plus court ? Ouais. Plus court, et puis après, bah, tu enchaînes tout de suite sur le sauna japonais. Hein. C'est ça, enfin le hammam, je dirais plutôt, vu le taux d'humidité. Les 40 degrés sous 80-95% d'humidité au Japon, où dès que tu sors, t'es recouvert de sueur de la tête aux pieds. Il faut prendre 2-3 douches par jour si tu veux te sentir propre. Enfin, vraiment, l'été japonais, moi j'aime beaucoup pour les matsuri et tout ça, mais c'est vrai qu'en termes de confort, c'est vraiment pas l'idéal. Bah, il faut une clim, quoi. Ouais, il faut une clim. Et on sait ce que ça fait à la planète. Donc la saison des pluies, effectivement, c'est quoi ? Bah, c'est de la pluie, j'irais pas dire sans discontinuer, mais t'en as quand même énormément qui tombent. C'est ça. Et puis c'est aussi la période, c'est aussi la période où les cafards ils se disent comme il pleut, je vais aller dans les maisons. Ouais. Quel enfer ça. Après la pluie, c'est pas forcément quelque chose de négatif à 100%, on y reviendra aussi, mais effectivement c'est quand même des quantités astronomiques qui tombent. Et ça c'est surtout en juin, même si t'as une saison des typhons à la sortie de l'été aussi. Bah en septembre plus, ouais. Fin août, septembre les typhons. Mais honnêtement, les typhons, dès qu'ils arrivent sur Honshu, en général, ou par Kyushu, dès qu'ils arrivent sur Terre, ils ralentissent énormément. Donc à chaque fois on a des alertes de fou. Parce qu'à Okinawa, ça détruit tout, machin. Enfin, mais dès qu'ils arrivent sur la terre du Japon, ils ralentissent et puis en général, on a presque rien, quoi. Je crois c'est une fois qu'ils ont traversé quasiment tout le Japon et qu'ils ont déjà déversé. C'est ça, ouais. Je crois que sur Tokyo, un typhon vraiment vénère, c'est bien, ça fait bien une dizaine d'années que j'en ai pas eu un. Mais le lac Biwa, c'est celui dont on entend le plus parler. Il est hyper connu et donc c'est une des plus grandes étendues. Si c'est pas la plus grande étendue d'eau au Japon, elle se situe juste au nord-est de Kyoto. Et du coup, je vous le disais, Kyoto entretient une relation assez particulière à l'eau. Énormément de sanctuaires, de temples dédiés à l'eau, et on va voir pourquoi dans un instant. De ce lac, 3 rivières, Uji, Katsura et la plus connue, Kamo. Alors plus connu, comme le canard, tout à fait. Et plus connu pourquoi ? C'est parce que là, il y a plein de cafés aussi, je crois. Tu sais, en termes de tourisme. Ah ouais. La Kamogawa, c'est le truc touristique au Japon. Si vous allez à Kyoto, c'est là où il y a tous les Français aussi, je crois, de Kyoto. Ils sont tous là-bas, je crois, de mémoire. Si quelqu'un habite à Kyoto et nous écoute, vous pourrez nous confirmer l'information, s'il vous plaît. Mais je sais que la Kamogawa, dans tous les cas, est hyper connue. Plus que Uji et Katsura. Et la ville, du coup, grâce à ces rivières, est énormément alimentée en eau fraîche.
mais aussi sujette aux inondations. Alors peut-être moins aujourd'hui parce qu'on contrôle mieux les barrages, etc. Mais à l'époque, en tout cas, dans le passé, énormément d'inondations. Et du coup, selon les croyances, justement, on considérait que la ville était assez malchanceuse et qu'il y avait beaucoup de mal, de souillure, etc. Parce qu'il y avait des inondations. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on identifie la direction qui porte malchance, en l'occurrence le nord-est, vers ce lac Biwa, et on construit plein de sanctuaires, du coup, le long de la rivière qui est par là, c'est-à-dire la rivière Kamo. Donc, c'est pour ça, si vous aviez remarqué, qu'il y a une grosse concentration de sanctuaires autour de la rivière Kamo. C'est parce qu'en fait, c'était pour tenter d'apaiser les divinités, etc., de l'eau, et éviter d'avoir trop d'inondations. Une pratique qui est encore beaucoup pratiquée, bah oui, c'est une pratique, donc elle est pratiquée, bravo Amandine, super display de langage français, à Kyoto, c'est l'Uchimitsu. Et ça, à Tokyo, j'en voyais pas trop, mais c'est vrai qu'à Kyoto, on voyait souvent des images. Uchimitsu, même si vous connaissez pas le nom, vous savez ce que c'est. On voit souvent des petits vieux ou des petites vieilles balancer de l'eau quand il fait chaud sur le sol. Ils font aussi autre chose. Hein. Ils font aussi, quand ça gèle, ils balancent de l'eau. Aussi non, je connaissais surtout en été, moins... Non, ils balancent de l'eau chaude quand il gèle. Et donc forcément, vu que c'est pas du sel, ben après tu te casses la gueule parce que ça glisse encore plus. Voilà. J'ai toujours halluciné. Incroyable. Et du coup, l'été, qu'est-ce qu'ils font ? Ils balancent de l'eau fraîche quand il fait 40 degrés sur le sol. L'idée, débat, pour moi, ça marche pas, mais l'idée, c'est quoi ? C'est rafraîchir l'atmosphère, purifier le sol. Mais ça, c'est plus spirituel comme démarche. Et effectivement, c'est censé, quand vous passez dans cette espèce de buée 40 degrés humide, c'est censé vous rafraîchir. Moi, je trouvais que ça donnait plus d'humidité résiduelle qu'autre chose. Et puis, il fait tellement chaud que ça s'évapore tout de suite. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Mais bon, c'est encore extrêmement pratiqué à Kyoto. Quelques fois à Tokyo, je l'avais déjà vu, mais beaucoup moins. Alors, tu vois, c'est un peu comme les fantômes, mais au Japon. Ah, ok, oui, je vois. C'est des types qui se promènent avec un drap blanc et qui jouent du koto. Et puis ils font genre derrière les gens là pour leur faire peur en fait, en caressant leur nuque, tout ça. C'est bien ça, hein ? Mais non, il n'a pas un drap sur la tête. C'est comme les fantômes chez nous, mais sauf que ça vient du Japon, donc c'est différent. Et puis c'est pas que les fantômes, c'est aussi les monstres, et aussi des événements. Enfin, c'est plein de choses. Des monstres et des événements. Attends, je comprends pas. Ah si, tu veux dire, c'est quand il y a un monstre et que la population s'organise pour aller le traquer dans la forêt là, genre avec des torches, c'est ça ? Comme le loup-garou, en fait. Par contre, je vois pas trop le rapport avec les fantômes, j'avoue, parce que bon, les monstres, ça s'attrape. Les fantômes, c'est plus compliqué, je crois. Enfin bon, c'est des monstres. C'est ça, c'est des monstres. Oui, en c'est fait. pas comme chez nous, c'est pas le loup du Gévaudan, non. Imagine quand tu vas à l'étranger, les gens ils parlent une autre langue. Eh ben c'est un peu pareil, sauf que ça ressemble un peu, mais pas trop. Du coup, imagine des monstres différents, des fantômes différents. Ok, donc c'est des monstres qui parlent japonais, qu'on comprend pas. Ils sont avec des fantômes qui jouent du koto et qui parlent japonais, et du coup on comprend pas plus. De toute façon on peut pas les attraper. C'est compliqué ton truc là, en fait. Moi après je vois pas en quoi ils sont différents, à part la langue, en vrai je vois pas. Mais bon, avec un petit traducteur on peut s'en sortir quoi. Putain, tu comprends bien. Écoute la librairie Yokai, et puis voilà, hein, ok. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. J'avais l'idée de le faire, pourquoi pas toute seule, mais je me dis qu'à deux, ça peut être encore plus marrant. L'idée, c'est expliquer le yokai à vos grands-mères et vos grands-pères. D'accord. Expliquer le yokai à quelqu'un ou quelqu'une qui n'y connaît absolument rien au Japon. En fait, c'est j'avais envie de vous faire un espèce de petit guide. Donc ça va être une discussion libre entre moi et Mathieu sur comment aborder le sujet du yokai avec des gens. Il y a mon chat qui s'invite, bien sûr, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Mais comment expliquer le concept du yokai, de la culture, etc. à quelqu'un ou quelqu'une qui vraiment n'habite rien. Voilà.
Dans le couloir infini de cette école, vous frissonnez. Pas de froid évidemment, mais de terreur. Les couloirs sont déserts. Les fenêtres ouvertes laissent hurler le vent comme s'il était mû d'une force vitale. Et même le carrelage semble craquer sous vos pas. Et vous êtes seul, terriblement seul. Mais surtout, vous avez une envie pressante, si forte que vous avez l'impression que vous allez tomber dans les pommes. Vous êtes à la recherche de toilettes dans cette école, poussant chaque porte, dans l'espoir d'y trouver votre Graal. Errant pendant ce qui vous semble de longues minutes, avant d'enfin mettre la main dessus. Vous pénétrez dans la salle des toilettes, vous dirigez directement vers les portes sans un regard au miroir. Même si du coin de l'œil, vous semblez percevoir une ombre menaçante. Vous choisissez de l'ignorer et allez tenter d'ouvrir les portes immédiatement. Les 2 premières sont condamnées, ne vous laissant que la 3e, qui semble occupée. Vous frappez 3 coups. Silence. À quoi joue-t-on, vous répond une voix. Mais vous ne voulez pas jouer, loin de là. Vous toquez à nouveau. La voix répète sa question, plus gutturale encore. Agacé, vous répondez. Je ne sais pas, cache-cache. Nouveau silence. Cette fois, la voix ne répond pas. Vous voyez la porte s'entr'ouvrir devant vous, puis lentement, une main blanche s'extirpe de l'ouverture pour se diriger vers vous. En fait, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais Seasons After Fall, qui est un jeu de Swing Swing Submarine, fait par un Français qui s'appelle William. Tu joues un petit renard et tu dois aider les esprits de la forêt. Et donc, même si c'est fait par un occidental, tu as quand même une inspiration, une vibe un peu shintoïste, animiste, qui pourrait nous ramener aux kami, quoi. Enfin aux kami et aux esprits de la forêt, tels le kitsune ou l'ours. Ça, c'est les 2 dont je me souviens. Ça fait un moment que je l'ai fait. Il est sorti en 2016. Mais voilà, c'est un jeu qui est très mignon, très joli, et tu joues un petit renard. Les saisons après l'automne, et non pas après la chute. Bah, vu la thématique, je dirais plus après la chute, mais j'avoue ne pas savoir auquel il faisait référence. J'ai pensé à l'automne parce que en général, les renards, c'est roux. C'est vrai. Mais c'est la couleur de l'automne. Il y a peut-être un jeu de mots, voilà. Je pense qu'il y a un jeu de mots. Donc effectivement, de la même manière, voilà, le renard va sortir de son corps, va devenir un esprit, et je suppose que c'est la matérialisation de son pouvoir aussi que l'on voit. Les Nogitsune, on les avait évoqués la dernière fois, et alors ça on n'en avait pas parlé, mais en fait, une chose qu'ils aiment bien faire, c'est prendre forme humaine, donc se transformer en humain, pour aller voler de l'énergie, notamment sexuellement, un peu en mode succube. Et du coup, les Kiko, donc ce premier palier là dans la divinité, eux ils vont prendre forme humaine, mais c'est plutôt pour aller aider les humains. Donc c'est vraiment un bon. C'est quoi la blague? Qu'est-ce qu'un bon chasseur? Qu'est-ce qu'un mauvais chasseur? Un bon chasseur et un mauvais chasseur. Voilà, le bon renard et le mauvais renard, terrible. C'est comme ça qu'on le différencie. Et en fait, vous avez dû en entendre parler, mais il y a souvent des histoires du coup de renards qui se transforment en humains et qui finissent par se marier, etc. Et ben, si jamais ils sont gentils, on se posait la question, je crois d'ailleurs le mois dernier, mais s'ils sont gentils et qu'ils fondent des familles et que visiblement ils ne font pas de blagues, etc., on considère que ce sera plutôt un Kiko en fait. Donc ce sera déjà un bon renard qui du coup va un petit peu sortir de son chemin de serviteur d'Inali pour aller fonder sa famille, etc. Et le mauvais renard, entre guillemets, celui qui va faire des meurtres, des vols, des viols, etc., sera plutôt le Nogitsune ou le Yako. Depuis le début, j'imagine un petit renard qui arrive et qui fait Kikou. Voilà. Mais j'adore, tous ces noms sont très mignons. Alors Ko, pourquoi Ko? C'est la lecture en fait chinoise du kanji kitsune, tout simplement.
D'accord. Un petit peu différent, je crois, le kanji kitsune, mais c'est pour ça que c'est Kiko, Kuko, Tenko, Chiko, machin. Hein. C'est juste la lecture chinoise, en fait. Donc, le deuxième rang, juste au-dessus, ça va être le Tenko. Le Ten, tu en parlais tout à l'heure, c'est le Ten de ciel, céleste. C'est le second meilleur rang qu'un kitsune peut atteindre. Et là, on les considère carrément comme des égaux au kami. Donc là, on commence à atteindre un niveau de divinité qui est quand même relativement haut, à savoir qu'il faut qu'ils aient 1000 ans pour arriver à ce niveau. Donc on est déjà sur un bon kitsune. Donc là, dites-vous, pour atteindre le niveau là, il faudrait qu'il soit né en 1022. Donc On remonte. Il en a vu des choses. Hein. ils sont pas au niveau d'Inali, donc en termes de puissance, ils sont pas au même niveau, mais ils sont déjà très respectés et très vénérés. On dit ils ont 1000 ans, ils ont également une fourrure dorée, argentée ou blanche, donc un peu comme au-dessus aussi, et jusqu'à 4 queues. Je me demande, quand t'as 1000 ans et que t'as vu les choses passer, tu crois qu'ils sont tous climato-sceptiques ? Genre, il se dit, ouais, mais non, mais en 1022, il y avait déjà un réchauffement de la planète, et puis après c'est redescendu, donc là, on dit des conneries, là. Ils sont censés être sages quand même, et je me dis qu'ils verraient que là on en arrive à des extrêmes qu'on n'a peut-être pas atteints. Moi, je pense qu'ils sont pas si sages que ça, en fait, parce que s'ils étaient vraiment sages, ils auraient détruit l'humanité, comme ça, il y aurait pas eu de destruction de la planète. Mais c'est peut-être ce que Tamamo no Mae est en train de préparer, hein. Peut-être. Quoique elle Et est il s'y prend censée un peu être pas tard, hein. sage du tout, c'est ça le truc. Ouais, s'y prend un peu tard. Alors ouais, pour l'histoire des queues, on va en parler maintenant parce que j'y pense et parce que ça expliquera. Si vous avez été attentif ou attentif, vous avez entendu qu'à Kiko, on vous disait qu'il pouvait avoir jusqu'à 9 queues. Et là, on vous dit qu'il peut avoir jusqu'à 4 queues. Le délire du nombre de queues. J'ai la référence et je la collerai dans l'article quand il sera là, mais en gros, il semblerait que, en fait, ce soit une invention très récente qui provienne des romans et des œuvres de fantasy. Il y a une espèce de noosphère qui se soit créée, donc récemment, quand je dis récemment, c'est sur peut-être les 50 dernières années, où on dirait qu'effectivement, tous les 100 ans, il y avait une nouvelle queue qui poussait et ça apportait du pouvoir. Donc, a priori, il faut pas trop se fier au délire du nombre de queues. Ce serait quelque chose de récent, et ça expliquerait pourquoi là, on a quelque chose de complètement antinomique entre le Kiko et le Tenko, par exemple. Ok. Eh bien, voilà pour ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, cet épisode est sponsorisé par Tiplouf, le meilleur des Pokémon. Moi, les deux Pokémon préférés, c'est, Léviator, il en fait partie aussi, mais vraiment, Ouais. si je devais en mettre que deux, ce serait Tiplouf et Psychoquack. Ah, Psychoquack, ben, c'est des Pokémon d'eau. Donc voilà, la boucle est bouclée. C'est ça. Voilà. Bon, ben, Tiplouf. Psychoquack. Ah bah non, le mot de la fin, ça sera Psychoquack.あらら楽しき時は集まご無沙汰の顔が集まる満たされた魂で挑む世知辛さ支えは人となり勝負はこれからさ北さ南さ東さ西さ地獄の蓋が開いた会いたいと泣いた魂の宿は胸の中我が宝ほら笑ったまた会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう
年に一度吹く盆の風に乗りあなたの声が聞こえる花添える引き止めず背を押すあの世この世の魂が入り混じる夏祭り喜びで洗い流す今夜の宴あの悲しみは今じゃ笑みを浮かべ花も実もない枝に止まって歌って集い温めまた別れさあさあさあ飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆あなたを超えていこうと心配しないで俺たちは大丈夫忘れた頃にまた吹く風去年よりずっと強くなった飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆Galaxy Pop, parce qu'il y a trop de poils.